savoir que depuis des mois, on se bat pour justifier qu'on n'est pas si mauvais que ça, au fond. Mais depuis 6 ans, tous les 2 ans, on nous a augmenté nos parts de marché. Pour en plus devoir faire évoluer l'entreprise toujours plus vite, et arriver à des moments où, quand on a un gros marché qu'on ne peut pas l'assumer totalement, et on met toutes nos forces dans le combat, et le gros problème de Scopenex a été de se diversifier, d'aller chercher du travail ailleurs. Comment on peut aller chercher du travail ailleurs si on est déjà débordé? Et Orange en était totalement conscient. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lucie Leroux, je suis agricultrice à la Trivale dans les Côtes de la Cône. Actuellement, nous avons monté un collectif défense des eaux du Montalet, car Danone et Vian, l'eau de la Salle-de-Temps plus précisément, a effectué un forage de reconnaissance sur l'extrémité ouest de la commune de Murat-sur-Vèvre, jusqu'à la commune de la Cône. Nous nous battons face à la multinationale et face aux instances supérieures aux communes. Alors, notre combat est pour la défense de l'environnement, le massif montagneux du Montalet. Je cite dans le rapport du SNIEF la présence de nombreuses sources et zones humides associées à une pluviométrie importante. Mon combat aussi, c'est pour la défense de notre économie locale, élevage, ovins, roquefort et bovins, alimentés par de nombreuses sources du massif montagneux. Notre combat, c'est surtout pour la défense de nos ressources, de nos ruisseaux, de nos rivières. L'eau est un bien commun, et non pour le profit. Ils nous assécheront et partiront ensuite ailleurs, quand cela ne sera plus rentable. Mais notre droit, c'est la vie, présente et surtout pour les générations futures. Voilà. Et ce ne sont pas aux artisans, ces commerçants de payer la crise, mais aux grosses entreprises, celles du CAC 40 par exemple, en engageant de beaux profits et qui souvent ne paient pas et esquivent les impôts, nos impôts qui servent quand même à nos services publics qui sont mis à mal par le gouvernement. On propose du coup une caisse de péréquation dans la taxation des entreprises. Les grosses boîtes profiteuses financeraient ainsi la solidarité. Ces caisses de solidarité permettent aux TPE et PME d'embaucher dans de meilleures conditions, à des salaires corrects, permettant de vivre dignement. Cela permettrait aux TPE et PME de payer moins de cotisations, étouffantes pour certaines d'entre elles, et relancer leur économie et pérenniser leur activité, et au final protéger l'intérêt général. J'ai eu la chance et le bonheur d'être élu parce que justement, on a fait une super campagne. Avec la NUPES, comme vous ici, vous avez fait tous une super campagne pour avoir 150 députés NUPES et 75 de la France Insoumise. 85% des gens qui habitent dans la circonscription où j'ai été élu, utilisent la voiture pour se rendre à leur travail. Et le travail est essentiellement mobilisé sur la métropole. Donc c'est au niveau de l'aménagement. Vous savez, les pères d'années, on parlait d'aménagement du territoire. Je pense que c'est une belle idée qui a été abandonnée et qu'il est temps de réaménager notre territoire, qu'il est temps de remettre des commerces de proximité, qu'il est temps de rouvrir les services publics, il est temps de rouvrir les gares, il est temps que les gens puissent travailler là où ils habitent et puissent cultiver. Il y a moment d'être dans un pays où chaque plaisir, où chaque désir nécessite du carburant. Au prix ou coût de carburant, c'est pas possible de vivre. Le devoir en tant que député, c'est d'aller comprendre et d'aller voir ce qui se passe dans ces coins de France où, malheureusement, il y a, sauf ici quand même, on a discuté avec les maires, il y a quand même une activité. Mais il faut vraiment écouter les gens pour savoir pourquoi ils en sont à voter pour l'extrême droite. Et moi, je me suis engagé à rencontrer tous les maires de la CIRCO. Il y en a 60, donc ça va me prendre un certain temps. Mais après, bien entendu, aller rencontrer les maires, aller dans les lycées, aller dans les collèges, rencontrer les gens, être vraiment pour savoir pourquoi les services publics, où travaillent les gens, comment ça se passe. Ben, il faut savoir qu'un maire sur 2 en France est en retraite. Un président d'association en France sur 2 est en retraite. Et pourquoi? Ben parce que les personnes ont pu partir dans de bonnes conditions à 55, 50 ou 60 ou 62 ans et ils étaient en forme.
Mais excusez-moi, si vous partez en retraite à 65, 67, 68 ans, s'il vous faut 43 ou 45 ans de cotisation, si vous partez en retraite à 70 ans, est-ce que demain vous allez prendre la gestion d'une commune? Est-ce que demain vous allez prendre la gestion d'une association? Non. Donc ce qui est en jeu avec cette réforme de retraite. Vous savez, il faut mesurer tout ce qui, dans notre existence, est déjà sorti du capitalisme. Plus qu'un mot pour les collègues de Scopelec, je veux dire à quel point c'est un symbole. Vous avez là une société coopérative, la plus importante des sociétés coopératives depuis 50 ans, qui va se transformer en quoi? En une multiplicité d'auto-entrepreneurs. C'est un résumé de l'ère Macron. C'est-à-dire transformer un travail où le travailleur est fier, où il est partie prenante, où il est même au capital, où il réinvestit dans l'outil de production, en des petits bouts de boulot que chacun va aller chercher dans son coin. Transformer l'entraide, l'association, la coopération en chacun pour soi. Mais, normalement, quand il y a des gestes violents qui se produisent comme ça, entre le fort et le faible, on attend la loi, on attend l'État. Où est l'État? Où est l'État? Où est le ministre de l'économie Bruno Le Maire? Où est la première ministre et le premier ministre d'avant? Où sont-ils? Ils sont, puisqu'on parle des PTT, ils sont aux abonnés absents. L'État, premier actionnaire d'Orange, très directement responsable là. Et finalement de leur dire, bah voilà, on va signer, vous l'avez signé, vous allez filer 20 millions d'euros pour qu'au moins il y ait une période de transition. Je veux dire que ce que ça nourrit, ce genre de choses-là, politiquement, ça va nourrir le sentiment d'une parole trahie constamment. Ça va nourrir du sentiment d'impuissance et que tous ces gars là-haut, on ne peut pas avoir confiance en eux. Voilà ce que ça nourrit. Et quand Christophe parle des retraites, il faut dire, Macron, il est fou. On a traversé, il y a la crise des gilets jaunes, il y a la crise Covid, il y a la guerre en Ukraine, il passera du cul pour les élections législatives, il y a le Rassemblement national qui monte partout, on ne sait pas comment on va payer nos factures cet hiver, et dans la précipitation, il faut dire aux gens, vous allez bosser 2 années de plus. Nous sommes la force qui devons transformer la colère en espérance. Si on ne porte pas une espérance derrière, ça ne va pas chez nous. Et en revanche, le ressentiment, je sais vers où ça glisse tout seul. Et c'est ça qui se passe depuis 40 ans. C'est le ressentiment qui s'installe dans le pays et qui va nourrir la politique du pire. Alors, mais je le dis, nous ne gagnerons pas, nous ne serons pas majoritaires dans le pays si nous n'avons pas à avoir à la fois les classes intermédiaires et les classes populaires, et à l'intérieur des classes populaires, les classes populaires des campagnes et les classes populaires des quartiers. Or, aujourd'hui, il nous manque les classes populaires des campagnes, des bourgs, des sous-préfectures, de la France des ronds-points, des France périphériques. Vous mettez les mots que vous voulez là-dessus, mais il y a des bouts énormes qui nous manquent dans des terres qui ont été à gauche pendant un siècle. Chez moi, creuser du socialisme et du communisme qui basculent. Mais vers où ça va aller? Est-ce que la force d'augmentation demain, ça sera la gauche ou est-ce que ça sera l'extrême droite? La bataille est en cours, elle n'est pas finie. Et moi, je viens ici, comme j'essaye de le faire en Picardie, pour vous dire, vous avez un rôle dans l'histoire. C'est ça, les Français doivent pouvoir vivre de leur travail. Or, on a des gouvernements qui, plus ils célèbrent leur travail, plus en vérité ils l'écrasent, ils la broient. On ne permet pas aux gens simplement de bien faire leur travail. Et aujourd'hui, si l'hôpital se vide, sans doute c'est pas à cause des salaires, c'est à cause des horaires, mais c'est énormément parce que les gens ont le simple sentiment d'avoir participé à une maltraitance. Il nous faut imposer une fierté et un respect du travail. Que les gens ils se lèvent et pour aller au travail, la première chose qu'ils ressentent, c'est un sentiment d'humiliation. Ça n'est pas verbalisé, mais c'est ça qui est ressenti. Je prends un autre truc. Mais quand on part à la retraite, on veut faire valoir ses droits avec la CARSAT, et qu'on ne trouve personne en face de soi, et qu'il faut passer par un site internet, avoir fait scanner nos documents, et envoyer tout ça par des emails, avec des codes, et que personne n'y comprend rien. Et que les services publics se mettent à fonctionner de cette manière-là. Ce n'est pas de la dématérialisation, c'est de la déshumanisation.
Mais ça produit un sentiment d'éloignement de la République, et ça ne va pas être dit comme ça, les gens ils mettent pas les mots là-dessus, ils n'écrivent pas des bouquins tous les jours comme moi, mais c'est un sentiment d'humiliation, et c'est à nouveau, dans ces petits gestes permanents du quotidien, du ressentiment qui s'installe. Traiter le travail de cette manière-là a des conséquences individuelles, mais ça a des conséquences pour la société dans son ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos qui s'installe. J'ai parlé de l'hôpital. Le chaos s'est installé à l'hôpital. Pourquoi? Parce que les soignants, ils n'en peuvent plus, ils fuient. Dans une manif de profs, il y avait une pancarte avec écrit dessus « L'école est un hôpital comme les autres ». Mais c'est le même chaos s'installe aujourd'hui dans l'éducation nationale quand on voit qu'on recrute des enseignants par job dating. Ça va être des auto-entrepreneurs bientôt, hein. Non mais, imaginez, on vient de parler là des deux piliers de la nation. Cette manière de laisser le travail être comme une marchandise gérée par la main invisible du marché produit non seulement du malheur individuel parce que les gens ne se réalisent pas dans ce travail et ils ont pour but de le fuir et d'ouvrir une pizzeria alors qu'ils pourraient être soignants et nous aider à l'hôpital, mais ça produit aussi un chaos parce que ce sont les institutions qui se mettent à être déglinguées les unes après les autres. Que montre la crise du Covid? Elle montre le caractère essentiel, indispensable des travailleurs. Un rapport qui s'appelle le rapport RL, qui est consacré aux travailleurs de la deuxième ligne, et sur le plan académique, c'est formidable. Ça identifie 17 métiers, auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, agent d'entretien, ça c'est souvent au féminin, mais au masculin c'est cariste, c'est camionneur, c'est ouvrier de l'industrie agroalimentaire, c'est travailleur du bâtiment. Bon, ce sont les 17 métiers qui doivent continuer, même en temps de crise, ça représente 5 millions de personnes, et nous dit le rapport RL, ils sont au moins sous-payés de 30%, ils sont souvent en contrat court, ils ont, et elles, ils ont des horaires instables, elles respirent plus de produits chimiques et de cochonneries que la moyenne. Nous devrions héroïser l'auxiliaire de vie sociale et le cariste qui font tenir la société. Comment ces 5 millions de personnes qui sont maltraitées, donc qui éprouvent un grand ressentiment, pourraient se sentir représentées, être appelées, si non seulement on ne les héroïse pas, mais si on ne cite même pas le nom de leur métier. Eh bien nous, ces 5 millions de travailleurs-là, il faut qu'on parle pour eux. La gauche doit parler pour eux, et elle doit parler fortement pour eux pour que les travailleurs modestes, ils reviennent à la maison. Si jamais la gauche vient se mettre à leur côté et dire, voilà, nous sommes le parti des auxiliaires de vie sociale, je pense que non seulement on a des chances de gagner leur voix, mais aussi de se rendre populaire chez les personnes âgées, chez qui elles passent, et ainsi de suite. Au quotidien, et de faire que s'opère une solidarité entre des gens qui se considèrent comme étant dans la classe moyenne inférieure, et qui ont l'inquiétude de tomber, et ce qu'il y a en dessous. Notre travail quotidien, c'est de donner à voir ce qui se passe en haut. Aujourd'hui, il y a deux invisibles. Il y a les invisibles du bas, les auxiliaires de vie sociale, les métiers du lien, les agents d'entretien, ceux qui viendront nettoyer cette salle pendant cette semaine, qu'on peut remercier aussi. Bon, ça c'est une chose. Et il y a, d'autre part, les invisibles du haut. Est-ce que vous voulez bien compter avec moi jusque 3? 1, 2, 3. 10 000 € pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui ne paye pas d'impôts en France, alors que le boulanger du coin, il en paye 24%. Et qui vient de toucher en 3 secondes autant que Hayat, ma suppléante, accompagnante d'enfants en situation de handicap, pendant 1 an. Le total fait 10 milliards d'euros en 6 mois, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire du capitalisme français, quoi. Bon, je pense que ça équivaut à 100 € par automobiliste qui prend sa voiture pour aller au travail par mois. Donc ce sont des sommes absolument considérables. Et en même temps, qui ne font que profiter de deux choses, la guerre en Ukraine et la crise de l'énergie. Et dans le même temps, le patron de Total s'est augmenté l'an dernier de 52%. Plus 52%. Est-ce que vos salaires, ils ont grimpé de 52% l'an dernier? Est-ce que vos retraites, elles ont grimpé de 52% l'an dernier? Non. Aux ouvriers, on leur a dit regardez à l'est et regardez en bas.
C'est les gars de chez Dunlop, chez moi, on leur dit, mais attendez, il y a une usine en Estonie, le pneu il est produit bien moins cher que ça, alors vous n'allez pas la ramener. Et donc, qu'est-ce qu'on fait depuis 40 ans? On fait de la modération salariale. D'accord? Donc, on fait stagner tous les salaires dans le pays, en gros, depuis 40 ans. Ça, c'est côté bas, on demande de regarder plus bas. Et côté haut, bah, le patron de Total dit, mais regardez, moi je suis pas bien payé, le patron d'Exxon aux États-Unis est bien mieux payé que ça. Donc le haut, regarde lui vers plus haut et regarde vers l'ouest. Et la mondialisation a produit cet effet-là, et qui est un effet qu'il faut bien sûr dénoncer et résoudre. Bon, moi je suis partisan du protectionnisme. Laisser faire le marché sans le réguler, ça produit ces hyper profits à un bout et cette pénurie à l'autre. Confier cette donnée essentielle, vitale, qu'est l'énergie, tout comme l'eau, au marché, produit ceux qui ont les moyens ramassent tout et ne reste rien pour les autres. Produit une instabilité, produit du chaos. Mais de la même manière, si demain, et on va vers ça, il y a un manque d'eau, ou s'il y a un manque d'énergie, et on laisse le marché s'auto-réguler, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que là, on ferme des usines, on ferme des piscines, sans qu'on ait pu décider ensemble de ce qui nous paraît essentiel ou de ce qui ne nous paraît pas essentiel. Du fait qu'il n'y aura pas plein d'énergie, plein d'eau pour tout le monde, comment on va réguler les usages, et là, c'est la place du politique. C'est la place de la démocratie que de décider ensemble comment on organise la société. Est-ce qu'on veut le marché ou la volonté? Est-ce que c'est le marché qui doit aller tout seul, ou est-ce qu'on restaure de la volonté politique, démocratique, qui vient nous préserver du chaos? Enfin, pour conclure, je pense que la gauche doit être aussi la voix de la fierté du travail. La fierté, l'honneur des travailleurs, à quel point ils tiennent à cet honneur, mais aussi la fierté d'être de notre coin. Mais je viens ici pour vous demander de ne pas vous laisser aller au sentiment d'impuissance, mais d'être bien conscient du rôle que vous avez comme acteur de l'histoire. Comme acteur de l'histoire pour raccrocher les gens les uns après les autres et les amener vers un chemin d'espérance plutôt que le chemin du seul ressentiment. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.